Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Comme Valérie l'a dit, donc je suis Olivier Amand, je suis chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'ENS de Lyon, et puis aussi directeur de l'Institut Michel Serres, qui travaille beaucoup sur le contrat naturel et le côté rendre le contrat naturel opérationnel. Bon, mais je ne vais pas trop vous parler du contrat naturel ce soir, je vais vous parler d'inversion. Alors, c'est quoi cette histoire d'inversion et de monde à l'envers? Voilà, c'est un petit peu le sujet de mon cours cette année. On va parler d'inversion. Alors, un premier point d'entrée là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, on est dans un monde en addiction. Je pense que c'est assez évident quand on se balade à peu près partout. Bon, là, j'ai juste mis une photo avec de l'alcool, mais c'est une addiction, surtout une addiction à la performance. On veut faire de l'efficacité, de l'efficience. C'est un petit peu ce que j'ai raconté dans mes cours précédents, et donc je vais creuser ça un petit peu encore aujourd'hui. Dans un monde en addiction, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de performances, etc. Mais l'addiction elle-même, qu'est-ce qu'elle appelle? L'addiction appelle la redescente. C'est que quand on a été trop loin dans l'addiction, on redescend après, et donc en fait c'est un petit peu ça, voilà. Donc quand on a été dans l'addiction à ce point-là, forcément il y a un moment où on redescend. Et du coup, c'est quoi cette redescente si on prend ce regard un petit peu large d'un monde en addiction? En fait, c'est une prévision qui a déjà été faite et qui est celle notamment du rapport au Club de Rome. Donc je pense que cette audience est à peu près au courant de cette histoire-là, donc je vais peut-être le résumer très rapidement. Peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient en septembre à Lyon. Nous avons invité Denis Meadows, donc il est l'auteur principal de cette étude, qui a un petit peu raconté ça, qui a dit exactement ça. Il a dit, ça y est, nous entrons dans le monde en redescente. Alors, juste quand même pour qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est que ce rapport au Club de Rome, donc c'est un ensemble d'industriels, d'académiques, enfin, c'est un petit peu un mélange de personnes comme ça qui réfléchissent à deux problèmes: l'augmentation de la population mondiale et la fin des ressources non renouvelables, en tout cas la chute des ressources non renouvelables. Donc ça, c'est dans les années 60. Et puis, ils commandent à des économistes du MIT à Boston, donc Dennis et Donella Meadows, avec d'autres collègues, de faire le premier modèle informatique du monde. Ce premier modèle sort en 72 et il prédit la courbe en pointillé, qui n'est pas vraiment une surprise. Disons, la forme de la courbe n'est pas une surprise, c'est-à-dire qu'une croissance infinie sur une planète finie, ce n'est pas durable. Bon, ça, c'est trivial. La surprise, c'est plutôt la date. Vous voyez, c'est plutôt dans la première moitié du XXIe siècle. Donc à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est rapidement attaqué, voire enterré, et notamment la crise pétrolière de 73 fait qu'on n'en parle quasiment plus. En 2000, c'est revisité. On voit que les données empiriques accumulées de 70 à 2000 collent à peu près à la prédiction du scénario moyen. C'est le scénario standard, hein, le scénario 1. Il y en a 12 scénarios, voilà, c'est le scénario 1, business as usual, si vous voulez. Et du coup, on est un peu sur cette trajectoire-là. Donc, du coup, il ne faut pas quand même trop s'arrêter sur la date de 2030, mais il faut garder en tête que c'est du court terme. Et donc, quand vous parlez avec Denis Meadows, il vous dira qu'actuellement, on est au sommet de la courbe. Et donc, on est en fait dans ce moment de basculement. Et je dis bien de basculement, ce n'est pas un effondrement, c'est un basculement. Un effondrement, la population humaine passerait à zéro, hein, donc c'est pas du tout ça, hein. C'est un basculement. On change de monde et c'est un monde en redescente, c'est un monde en inversion. Alors, est-ce qu'on peut détecter dès maintenant les signaux faibles d'un monde en inversion? Alors, j'ai pris quelques exemples. Évidemment, je les ai choisis à dessein, mais par exemple, en 2020, la crise Covid, on voit des infirmières qui s'habillent en sac poubelle. Alors, imaginez en 2018 qu'on vous dise que 2 ans plus tard, les infirmières viendraient à l'hôpital en sac poubelle. Bon, il y a clairement eu un problème de pénurie. Alors, on s'est fait un peu surprendre, etc. Il y a plein, c'est multifactoriel, mais bon, c'est quand même un signe d'une pénurie. Le matériel assez clair. Alors, il y a eu aussi la pénurie de moutarde, donc ça, qui n'a évidemment rien à voir avec la guerre en Ukraine, hein. Ça, c'est plutôt la sécheresse au Canada, hein, donc d'un seul coup, on s'est rendu compte que notre moutarde était faite avec des grains de moutarde faits au Canada. Bon, voilà, c'est la mondialisation flamboyante, mais quand même, la pénurie était là aussi. Et puis là, aujourd'hui, donc par exemple, j'ai pris juste un exemple, hein, crise énergétique. D'un seul coup, l'Union européenne se dit peut-être qu'on va interdire les écrans 8K parce qu'ils consomment trop d'électricité, trop d'énergie.
Et donc ça, c'est quand même des signaux faibles, hein, d'un monde qui se pose des questions et qui passe de l'abondance, à la pénurie et donc c'est une inversion, hein, ça de l'abondance à la pénurie, c'est une inversion. Alors, il y a évidemment une inversion beaucoup plus, fondamentale, que ça, c'est celle qui vraiment définit pour moi, l'anthropocène. C'est vraiment le moment où la nature menacée devient menaçante et ça, c'est une inversion. En fait, c'est la fin du néolithique, hein, grosso modo, hein. C'est que dans le néolithique, on a voulu contrôler la nature, justement pour qu'elle ne soit plus menaçante et plus on a contrôlé la nature, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle et aujourd'hui, la nature menacée devient menaçante. Alors j'ai pris un exemple, hein, qui est assez récent, un été ou printemps-été où, le Pakistan, un pays qui est quand même assez grand, est devenu une rivière. Ça, c'était pas, quelque chose qu'on pouvait éventuellement enfin, je vais pas dire comme Emmanuel Macron que c'était pas prévisible, c'était prévisible, mais c'est un événement aberrant et c'est ça qui est vraiment le plus important dans le monde qui vient, c'est pas que la température moyenne augmente, c'est que l'écart type augmente et que les valeurs aberrantes au-delà de l'écart type vont impacter c'est celles qui vont impacter le plus et ces valeurs aberrantes seront de plus en plus aberrantes. Un autre exemple, hein, là c'est le Pakistan, j'ai mis quelques chiffres, hein, pour quand même donner l'échelle, des dégâts. C'est le dôme de chaleur au Canada, hein, 50 degrés au Canada, ça c'était ce qui était prévu pour 2100. Donc cette valeur est aberrante en 2021, quand c'est apparu, mais c'est le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que dans un monde fluctuant, ce sont les valeurs aberrantes qui vont être les plus dévastatrices, quoi. Donc là, voilà un exemple. Donc on est dans un monde en aversion aussi dans notre relation à la nature en train de reprendre la main. Alors la question, évidemment, c'est comment on fait pour vivre dans un monde en inversion. Et donc là, je vous propose de parcourir un petit peu la sémantique, qui est utilisée, quand on parle de ce monde des changements globaux et de comment aborder, ces changements globaux. Alors le 1er point un petit peu basique, c'est de se dire: «Bah, la technologie, va nous sauver». En fait, c'est même pas du tout une redescente. En fait, on va continuer dans la croissance, infinie. Le cerveau humain est tellement, élaboré qu'on va répondre à toutes les questions, quoi. Alors là, je vous représente, à droite, là, vous voyez les graphiques, c'est toujours du rapport Meadows, hein, de 72. Alors c'est dans le style des années 70, donc c'est un petit peu plus rough, on va dire. Mais ce que vous voyez là, c'est bon, c'est le scénario moyen qui dit à peu près la même chose. Vous voyez la population là, qui bascule dans la moitié du 21e siècle avec les pollutions en pointillés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la technologie? Alors, la technologie, donc, si on met la technologie, donc, par exemple, on peut se dire, oui, ben, pénurie de ressources, il faut juste aller les chercher plus loin. Donc, on va aller chercher, par exemple, des métaux rares au fond des océans. Donc là, vous voyez des machines absolument incroyables qui peuvent aller au fond des océans pour gratter le fond des océans et récupérer des métaux rares qui seraient un peu moins rares. Alors, qu'est-ce que nous dit le rapport Meadows? Eh bien, il nous dit que si on accède à plus de ressources, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours basculement et en plus, on fait plus de pollution. Vous voyez la courbe en pointillé là, c'est les pollutions qui partent à l'infini et il y a toujours un basculement. Donc c'est une impasse, hein, ça c'est très clairement aller chercher plus de ressources dans un monde à basculement, très mauvaise idée. Deuxième idée, toujours technologique, c'est d'avoir des technologies plus propres. Bon là, on pourrait se dire: «Ouais, c'est pas mal». Donc là, je vous remets le scénario moyen. Qu'est-ce que nous dit le rapport Meadows? Eh ben, il nous dit en fait, oui, alors il y a moins de pollution, mais il y a toujours basculement. Il y a juste un délai. En fait, ça nous fait gagner un peu de temps, on décale un petit peu le moment du basculement, mais il apparaît toujours. Donc c'est pas avec des technologies propres seulement qu'on va y arriver. Mais en fait, je pense que c'est assez trivial, pour cette salle. C'est pas la technologie toute seule qui va répondre, à la question, c'est beaucoup plus, global que ça. Donc du coup, on peut passer à la deuxième hypothèse, développement durable. Développement durable, alors c'est déjà un peu plus rafraîchissant parce que vous voyez, il y a responsabilité sociale, enfin bon, il y a d'autres aspects, donc c'est un petit peu plus large que ça. Mais il faut quand même avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment été lancé en 1987 hein, dans le rapport Brundtland. Alors 87, c'est quoi comme date? Donc 87, alors d'ailleurs, hein, on est en plein dans les années Reagan-Thatcher, hein, donc déjà c'est un petit peu, ça dit des choses. Mais alors 1987, vous voyez là, je vous ai mis le diagramme avec la dette écologique. Donc le jour du dépassement, c'est un moment où vraiment on dépasse les limites planétaires. Donc c'est depuis 1971, hein, depuis Noël 1971, que l'humanité dépasse les limites planétaires. Et vous voyez qu'en 87, on déclare le développement durable. Bon, vous voyez que ça n'a absolument rien changé sur la trajectoire. On a continué à accumuler des dettes et même à empirer les dettes. Donc en fait, déclarer le développement durable quand on a déjà accumulé 16 ans de dettes,
c'est un petit peu compliqué quand même, hein. Alors il y a une deuxième chose, c'est que si vous regardez les objectifs du développement durable, on va tous être d'accord sur, les termes, hein. C'est très politiquement correct, plus de pauvreté, de l'eau potable, on est tous d'accord, hein. Mais est-ce que ça fonctionne ce truc-là? Donc en fait, là, il y a 17 objectifs du développement durable. Si vous mettez, bah, juste avant, on parlait de raisonnement en silo, ça, c'est typiquement un raisonnement en silo. Donc si moi je vais atteindre mon objectif d'eau potable, je vais tout faire pour atteindre mon objectif d'eau potable. Et du coup, bah, si j'utilise toutes les ressources disponibles pour avoir de l'eau potable, peut-être que jamais je ne pourrai atteindre l'objectif 1 c'est la pauvreté, voilà, de plus avoir de pauvreté. Donc il y a un problème de compétition. Si vous faites un fonctionnement en silo, vous allez mettre les objectifs du développement durable en compétition, et donc il y a peu de chances que vous arriviez tous à les faire avancer. Donc il faut forcément avoir une vision beaucoup plus systémique pour que ça avance. Et puis alors, vous voyez, j'ai mis un petit Charlie là, vous l'avez trouvé. Alors le Charlie qu'il faut trouver, c'est quel est l'objectif du développement durable qui n'est pas compatible avec un monde en redescente. Est-ce que vous arrivez à le trouver? Je vais le zoomer. C'est le 8. C'est le 8. Travail décent et croissance économique. Donc ça, bah là, il y a une contradiction très claire. Dans un monde en décroissance, on ne peut pas avoir un objectif de croissance. Enfin, c'est un peu trivial de le dire comme ça de nouveau, mais malheureusement, c'est pas dit. Alors, on va passer directement à la case d'après, la transition. Donc, on parle beaucoup de transition écologique, etc. Donc, très bien, le mot dit déjà autre chose. Là encore, il faut regarder les chiffres. Donc là, c'est pour l'énergie, vous voyez. Donc ça, c'est pour le monde entier, hein. Évidemment, c'est quand même hétérogène en fonction des pays. Mais on voit qu'aujourd'hui, on ne brûle, on n'a jamais tant brûlé de charbon. Encore aujourd'hui, hein, en 2022, encore en 2023. Donc la transition, c'est un peu une fiction. Il y a certains pays, on peut penser au Royaume-Uni, là, qui a fait beaucoup de progrès sur les énergies renouvelables, mais on brûle toujours beaucoup de charbon quand même. Puis on brûle toujours beaucoup de pétrole. Donc cette transition, elle est toujours pas là, quoi. Donc c'est un peu, voilà, ça masque un petit peu quelque chose, c'est de l'affichage, quoi. Alors du coup, on va passer dans quelque chose d'un petit peu plus irrationnel, si vous voulez, dans autre chose, quoi, la décision providentielle. Donc parfois on se dit, oui, il nous faudrait un leader éclairé qui d'un seul coup va prendre toutes les bonnes décisions, et ça y est, quoi, on va vraiment tourner. Alors je prends l'exemple du Sri Lanka. Là aussi, hein, je choisis à dessein mes exemples, mais le président du Sri Lanka, il a décidé d'un seul coup d'interdire les pesticides et les engrais pour faire l'agriculture vertueuse, quoi. Alors ça, c'est le discours. Évidemment, c'était pas du tout ça la raison. La raison, c'était qu'il voyait sa balance commerciale qui était en déficit après 2 années de Covid, et du coup, il s'est dit: «Bah, là, on va arrêter de faire rentrer des engrais», et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, un pays qui était exportateur de riz est devenu un pays importateur de riz. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas travaillé, quand on n'a pas préparé la transition, évidemment, c'est une catastrophe, et donc là, ça a été une crise extrêmement forte. Donc c'est voilà, c'est ce que j'appelle le déni de la complexité. Donc ça, la décision providentielle, ça ne marche pas, hein. C'est du travail, hein, c'est du travail sur le long terme. Un monde en basculement, un monde en inversion, c'est du travail. Il faut vraiment penser les choses un peu plus que ça, quoi. Donc du coup, on va passer à l'étape d'après, la bifurcation ou la redirection écologique. Alors déjà, beaucoup plus intéressant parce que l'idée de bifurcation et de redirection implique un arrêt. C'est-à-dire que la transition, c'est un peu une bretelle, sur l'autoroute, quoi, donc on ne s'arrête pas, en fait. La redirection, bah, là, il faut quand même, c'est un peu comme vous êtes à un carrefour, vous mettez le frein, le clignotant et vous tournez. Donc il faut bien s'arrêter, hein. Si on veut changer, il faut s'arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, vous ne changez pas. Donc là, il y a eu un arrêt, évidemment, le Covid, ou la Covid. Cet arrêt planétaire, on l'a presque déjà un peu oublié, hein, là en 2023, mais il faut pas négliger ce qui s'est passé quand même, hein. C'est le premier confinement planétaire, hein. C'est la première fois qu'on a pu percevoir les limites planétaires dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que tout le monde était confiné, que ce soit en Argentine, aux États-Unis, en Indonésie. Ça, c'est quand même un grand moment, et c'est un moment d'arrêt. Donc ça dit quand même quelque chose. Alors, il y a aussi autre chose qui va exactement avec, il y a aussi quelque chose qui a suivi, mais qui a aussi précédé, c'est un peu le big quit, hein. Donc tous ces professionnels qui décident de s'arrêter de travailler, ou des étudiants qui refusent d'aller dans les métiers auxquels on les a destinés. En fait, il s'est vraiment passé quelque chose aussi dans les cerveaux, là. Il y a quand même une petite graine qui a été semée. Alors évidemment, la question, c'est s'arrêter, très bien, mais pourquoi faire? Dans quelle direction? Ça donne pas forcément la direction. Donc en fait, on peut absolument tout faire après ça. Donc c'est quand même, on est un peu au milieu du gué. Donc du coup, on peut passer à l'étape d'après, qui est l'opposition.
Se dire: «Oui, bon, voilà, donc si on va en redescendre, si on est en inversion, bah, du coup, il faut lutter contre ce système-là» et du coup, là, de plus en plus, on voit ça. Alors, dans les musées, ça, vous avez, tous, vu ça, tous et toutes vu ça et puis, il y a aussi des oppositions, qui sont, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus, structurées. Donc là, c'est par exemple pour la lignite en Allemagne ou voilà, les dégonfleurs de SUV, à Paris. Donc en fait, il y a des moyens de lutter, de ralentir le système, mais c'est toujours un petit peu pareil. Donc c'est utile, hein, ça crée quand même une conscience, mais ça peut être un peu maladroit, ça peut être contre-productif. Bon, c'est très mélangé, quoi, voilà. Donc et encore une fois, ça ne nous dit pas vraiment comment habiter dans un monde en aversion. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est très simple, c'est que dans un monde en inversion, il faut juste inverser. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ben justement, je vais vous faire mon cours là-dessus. Alors inverser, qu'est-ce que ça veut dire? Alors 1 chose, et ce sera forcément pas exhaustif, là je vais vous donner du travail à la maison, c'est, mais pour démarrer, inverser les récits. C'est le premier plan, parce qu'en fait si on reste, sur les récits actuels, si on reste sur nos traditions, sur nos habitudes, on ne va jamais inverser. Donc la première chose à faire, c'est d'inverser les récits et d'avoir un regard critique sur notre histoire pour aller jusqu'à l'inversion. Alors je vais commencer avec un petit truc que m'avait donné Patrick Degeorges, mais je crois que d'ailleurs qu'il l'avait utilisé à l'école de l'Anthropocène ici. Ça, je vous représente là les courbes, là, donc des tas de courbes qu'on trouve dans le champ de l'Anthropocène. Donc c'est voilà, jusqu'aux années 2000, cette fameuse grande accélération à partir de 1950, où à peu près tous les paramètres socio-économiques partent en flèche. Donc ça, c'est voilà, un petit peu l'Anthropocène. On dit que c'est alarmant, ça, mais quelque part, en nous, il y a un petit neurone qui dit: «Ah ouais, quand même, les humains, on est quand même très forts, hein, tout seul, on a été capable de faire, tout ça, quoi». Donc il y a un petit peu de l'arrogance aussi. C'est que c'est un peu du plaisir négatif, hein, comme ça. Alors ce que je vous propose, donc vous voyez cette courbe-là, là, je vais faire juste ça. C'est la même courbe, mais là, peut-être qu'on perçoit les choses un petit peu différemment, quoi. Et donc c'est en fait, on est peut-être plus proche de la réalité quand on inverse les courbes, comme ça. Alors, de façon éclectique, je vais passer à autre chose, inverser le regard historique. Donc je prends juste un exemple, disons un peu caricaturaux, mais c'est pour illustrer. Ici, là, on peut penser que la culture des gladiateurs, des massacres comme ça dans des stades, c'était quand même, ou dans des arènes, c'était quand même assez, repoussant, quoi. Une culture mortifère, quelque chose qui est quand même, voilà, qu'on ne voudrait plus voir, aujourd'hui. Bon, il y a encore il y a la corrida, tout ça, il y a quand même il y a une sorte de reste, hein, mais ça, voilà, les gladiateurs, il y a un truc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de questionner ça? En fait, oui, on pourrait se dire: est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une culture mortifère finalement? C'est-à-dire qu'en fait, on a construit, des stades avec de l'air conditionné, aérien, avec, bon voilà, des tas d'employés et aussi toujours pareil quoi, c'est la compétition, donc finalement on n'a pas changé, c'est toujours la compétition, hein, dans les 2 cas. Et puis surtout, on est en train de tuer, les humains comme les non-humains avec ça, donc finalement et là je mets pas le Qatar en cause, hein, c'est très général, hein, c'est pas que le Qatar, c'est tout le monde, hein. Là, il y a pas de c'est juste que c'est un exemple pratique, mais donc cette culture mortifère finalement, elle est partagée. Alors un autre exemple, juste pour pratiquer, hein, un peu l'inversion comme ça des récits là, une expression qu'on entend souvent, c'est: «Le désert avance». Alors quel est le sujet de cette phrase? Donc si j'étais prof de français, je dirais: «Oui, c'est le désert le sujet». Mais en fait, non, on ne sait pas qui fait avancer le désert. Donc du coup, l'inversion de cette expression, c'est plutôt nous faisons avancer le désert. C'est ça la vraie raison. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui que le désert avance, non pas parce que il y a des cycles ou je sais pas quoi. Non, c'est nous, c'est surtout notre mode d'agriculture intensive qui désertifie au sens littéral du terme. On est en train de minéraliser les sols. Il y a des études qui ont été faites, le désert qui avance, du côté du Maroc, si vous prenez les grains de sable qu'il y a dans ce désert, ils viennent des champs voisins, ils viennent pas du désert. Donc c'est nous qui faisons avancer le désert. Donc c'est voilà, c'est aussi une façon d'inverser. Alors un autre champ, et là c'est assez bien, ça a été bien connu, ça c'est se décentrer. C'était en fait inverser notre position dans l'univers. Donc pendant très longtemps, on a pensé que la Terre était au centre de tout et puis bon voilà, en 69, on s'est rendu compte que enfin on l'a vu, on le savait un petit peu avant quand même, mais on l'a vu, que la Terre était toute seule dans l'espace, voilà et donc là, ça a quand même pas mal inversé, les choses, surtout quand c'est comme ça, factuel. Mais en fait, quand on fait ça, on n'a fait que la moitié du chemin.
il faut inverser un cran de plus. C'est-à-dire que là, on est OK, on est sur notre boule bleue dans l'obscurité de l'univers. Si on inverse, eh ben, en fait, on n'est pas seul dans l'univers, on est seul dans un biofilm. C'est-à-dire que la couche de la Terre où il y a de la vie est extrêmement fine. Donc il faut plutôt s'imaginer être dans une bulle de savon dans l'obscurité, c'est-à-dire que c'est vraiment juste cette petite fine, ce fin biofilm, c'est là où il y a de la vie. Et c'est pas très épais, hein, où on peut avoir de la vie, hein. Donc c'est très fragile. Et du coup, d'où ça, bah, d'où l'intérêt qu'on doit porter à ce biofilm. Alors pour mon dernier récit à inverser, plus dur, je vous propose d'inverser Don't Look Up, donc qui est plutôt un film allié, hein, sur la question écologique, hein, qui est censé, donc si peut-être certains d'entre vous l'ont vu, ou beaucoup d'entre vous l'ont vu, donc c'est un film qui utilise la venue d'une comète à venir comme une allégorie, si on veut, de la crise climatique, donc d'une catastrophe à venir. Et donc là, comment réagissent les politiques, comment réagit le milieu socio-économique à cette prédiction, quoi. Donc ça, donc ça a été beaucoup commenté, hein, dire que voilà, dans Don't Look Up, comment on réagit face à l'urgence, et finalement on se rend compte qu'on ne réagit pas assez vite. Bon, très bien. Alors comment on peut inverser ça? Eh ben moi, je vous propose une inversion qui est Look Back. Alors Look Back, c'est quoi? Eh ben, c'est de dire en fait que la comète est déjà tombée. Et la comète, elle est tombée au début du XXe siècle. Il y a eu deux guerres mondiales qui ont eu un impact, au sens impact militaire, voilà, comme au Japon par exemple, mais surtout c'est l'onde de choc qu'il y a eu après. C'est que quand vous avez deux guerres mondiales au début du XXe siècle, comme on le sait, la guerre, c'est le moment où on augmente les performances. C'est là qu'en fait on a le plus d'impact, enfin c'est là où l'ingénierie se développe à fond, quoi. Donc il se passe plein de choses. Quand on voit les chiffres qu'il y a après 1945, donc toutes ces courbes, hein, de grande accélération, ça pourrait ressembler à l'impact d'une comète. Donc des écosystèmes qui sont complètement détruits, des tas d'effets physico-chimiques sur la planète, ça pourrait être une comète qui est déjà tombée au début du XXe siècle. Et cette idée de performance, c'est ça qui est vraiment toxique pour nous, c'est-à-dire que la première moitié du XXe siècle a été un moment d'accélération de la performance par la guerre, et donc les produits que nous utilisons aujourd'hui, les objets modernes qui nous entourent, sont des produits de la guerre. L'avion, les engrais, le porte-conteneurs, tout ça, voilà, le taylorisme, tout ça, c'est des produits de la guerre. Bon, alors j'en avais déjà parlé dans un cours, hein, donc je vous renvoie à mon cours de 2021, mais c'est pour dire que la comète est déjà tombée. Il faut arrêter de regarder dans le ciel pour attendre que la comète arrive. Elle est déjà arrivée. On est dans l'onde de choc de cette hyper performance, et maintenant il faut plutôt inverser pour voilà, vivre dans ce monde en onde de choc. Alors ça, c'était pour Don't Look Up. Donc voilà, si vous voulez continuer ça, c'est vraiment sans fin, hein, cette histoire-là. Donc vous pouvez tester des tas de choses. Donc c'est peut-être voilà, du travail chez vous si vous voulez, ou un jeu, hein, comme Badaboom. C'est quoi l'inverse du long terme? C'est quoi l'inverse de l'éternité? C'est quoi l'inverse de la compétitivité? Voilà. Donc il y a plein de choses à inverser. Donc vous pouvez, voilà. Et donc il y a tout des tas de récits. Et donc je reviendrai bien sûr dessus dans les cours suivants. Alors, je vous propose quand même pour une autre partie, c'est d'inverser évidemment notre regard sur le vivant. Je suis biologiste, donc du coup, je ne peux pas échapper un petit peu à cette inversion-là. Et donc là, je vais vous dire quelque chose d'assez classique finalement. C'est de dire que dans un monde obnubilé par la performance, et en fait finalement très obnubilé dans la révolution industrielle, si vous voulez, un petit peu plaquer l'organigramme industriel sur le vivant, et ben, ce qu'on a fait finalement, c'est de dire que le vivant était une machine. Bon, ça c'est depuis Descartes, etc. Mais ça a vraiment pris de l'ampleur pendant la révolution industrielle. Donc c'est mon exemple favori, hein, celui-là que je prends souvent. Les flagelles de la salmonelle qui sont très très étudiés, ces flagelles. Et vous voyez, en fait, quand on dissèque les composantes moléculaires de ce flagelle, là, donc il y a c'est un petit bras, quoi, hein, qui permet à la salmonelle de nager. Et ben, ça ressemble à un moteur avec un rotor et tout ça. Ça va très vite. Voilà. Donc on pourrait se dire, oui, en effet, il y a des machines. Enfin, le vivant, c'est une machine. Alors en fait, quand on regarde bien, quand on est biologiste, on ne dira jamais que le vivant est une machine, hein. Ça ressemble à une machine. C'est un diagramme qui nous explique, qui nous permet de comprendre un petit peu comment les objets interagissent les uns avec les autres, mais ce n'est pas une machine, c'est de la mécanique.
La mécanique, ça n'a rien à voir avec la machine. La machine, c'est vraiment quelque chose qui est avec du design, avec quelqu'un qui réfléchit. La mécanique, c'est juste des interactions mécaniques. Alors juste, je vais insister un tout petit peu là-dessus, parce que dans l'histoire, c'est pas nouveau, hein, cette histoire de vivant qu'on assimile à des machines, hein. Oui, la physiologie, les débuts de la physiologie, on a dit tout de suite que c'était de la plomberie. Le métabolisme, l'analogie à l'énergie est venue assez vite et ça c'est venu notamment pendant la révolution industrielle et puis aujourd'hui, on est dans la révolution de l'information, la révolution numérique, on utilise des tas d'analogies qui font penser à l'intelligence artificielle, l'internet du vivant et cetera. Enfin, c'est vraiment, voilà, dans quel écosystème vous êtes, c'est mon ADN et cetera. Enfin bon, donc vraiment là, c'est tout est mélangé, hein, maintenant, donc il y a cette idée-là. Alors d'ailleurs, je vous conseille, Thomas Hims, Infravis, là, qui essaye de redéfinir la vie, d'une façon beaucoup plus, lâche et assez intéressante et donc il parle un petit peu de ça, quoi. Donc du coup, là, je suis en train de vous dire que c'est pas des machines parce qu'en fait, le vivant, surtout le vivant, n'est pas performant et donc si c'est pas performant, le vivant, ça peut pas être une machine parce que ce qu'on demande à une machine, c'est d'être performante. Le vivant n'est pas performant, donc du coup, ça peut pas être une machine. Alors je voudrais, là, c'est l'intérêt d'être, avec, du public, c'est vous faire, l'expérience, toute simple, de faire l'expérience de votre propre contre-performance. Voilà, par exemple. Alors je sais pas, moi ça bouge pas trop, mais est-ce que ça bouge pour vous? Est-ce que vous voyez, que c'est ouais, un petit peu, voilà, donc voilà, c'est une image statique, mais nos yeux se font avoir, quoi, ça tourne, un peu tout seul. Donc ça veut dire que nos yeux, hein, on est censé être le sommet de l'évolution, enfin si on veut, hein, et en fait nos yeux, bon, sont pas très, très bien adaptés. Alors j'ai un autre exemple, qui marche mieux avec l'inversion. Donc là, vous voyez un visage, qui paraît, charmant comme ça et puis on l'inverse et puis d'un seul coup, c'est autre chose. Donc vous voyez, en fait, on n'arrive pas à voir les objets inversés, hein. Notre cerveau n'arrive pas bien à computer là. Alors j'ai un autre exemple, un dernier, hein, juste pour pour l'exercice, mais je l'aime bien celui-là, là, peut-être que vous connaissez, le Rubik's Cube là. Voilà. Et alors ce qui me plaît bien là-dedans, c'est qu'on va revenir à la position initiale et on se refait avoir, hein. Voilà. Donc en fait, on l'a vu, on sait, on connaît le truc et on se fait quand même avoir. Donc ça veut dire vraiment on n'est pas très malin. Alors juste, pour dire, donc le vivant n'est pas une machine performante. Je prends un exemple beaucoup plus, physiologique, là, vraiment du biologiste, le cœur. Voilà, donc le cœur, hein, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, produit d'une longue évolution et puis il y a, cette fameuse crosse aortique qui fait le coude là, hein, au-dessus du cœur là. Donc c'est ça, ouais, c'est très important, hein, c'est là tout le sang va être, évacué par ça. Donc du coup, quand vous regardez ça, si vous êtes plombier justement, vous allez dire: «Ah ça c'est vraiment un très, très mauvais design, hein, quand même, hein, envoyer du sang par là pour qu'il redescende, qu'il fasse tout le tour du cœur». Alors si vous interrogez les biologistes, il y en a pas un qui va vous dire: «Ah oui, non ça sert à ça, ça a une fonction, c'est super la crosse aortique». Non, ils vont tous vous dire, là pour le coup l'analogie avec la machine va très bien, c'est de la mauvaise plomberie, hein. C'est juste de la mauvaise plomberie avec des risques pour la santé, hein. C'est tout. Et en fait, ça, bon, ce qu'on pense, être pour les biologistes, c'est juste un reste évolutif, et du coup, ben, on l'a on l'a gardé, quoi. C'est juste, voilà, ça a pas été, il n'y a pas eu d'ingénierie pour, mettre ça de façon plus performante. Non, non, c'est juste pas performant et on se le traîne tous et toutes, quoi, ce truc-là, quoi. Alors il y a autre chose, qui est, aussi assez frappant, c'est, la gestion de l'énergie par les êtres vivants. Donc les êtres vivants, hein, et notamment les plantes, récupèrent énormément d'énergie, du soleil. Mais en fait, est-ce qu'elles le récupèrent vraiment toute cette énergie? Ben non, en fait, voilà, c'est 1 à 5. En fait, en général, c'est moins de 1, hein. Donc les plantes gâchent 99 de l'énergie solaire. Ensuite, les animaux, ils mangent les plantes, ils en gâchent 90 de cette énergie et puis à chaque étape, on en perd 90. Donc vous voyez, la chaîne alimentaire, c'est la chaîne du gâchis, hein. C'est vraiment tout sauf de la performance, hein. Donc là encore, je vous renvoie à notre cours, si vous voulez voir pour les plantes vertes. Alors en fait, si, on fait un petit bilan et donc j'aime beaucoup passer cette diapo parce que c'est un peu mon point clé, c'est de dire que les êtres vivants ne sont pas performants. Donc ouais, ça c'est la liste, voilà, des valeurs, du vivant, que l'on trouve dans les vivants à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle moléculaire, à l'échelle cellulaire, tissulaire, les organes, les organismes entiers, la population, l'écosystème. On trouve ces règles-là absolument partout. Donc c'est très inefficace, il n'y a pas d'objectif, ça on le sait depuis Darwin, hein, l'évolution est aveugle, donc il n'y a pas d'objectif, dans les êtres vivants, enfin biologiquement parlant. Très hétérogène, beaucoup de biodiversité évidemment, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas dans les réseaux de gènes, dans les réseaux moléculaires, beaucoup de lenteur, il y a des délais à tous les tournants, hein, énormément de lenteur. C'est extrêmement, extrêmement redondant.
Les réseaux de gènes, les réseaux moléculaires, c'est des redondances à des niveaux de millions, hein, donc c'est hyper redondant. C'est hyper incohérent, c'est-à-dire que quand vous regardez les réseaux moléculaires, les réseaux de neurones, les réseaux de gènes, enfin tous ces réseaux d'interaction, il y a beaucoup de boucles d'amplification, mais il y a aussi beaucoup de boucles d'inhibition. Et en général, elles se rentrent les unes dans les autres. Donc c'est ce que je dis souvent, si vous voulez avoir une image mentale d'un objet vivant, c'est un automobiliste qui est au volant et qui appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps. Là, voilà, ça c'est vraiment ça, un objet vivant, c'est incohérent. Alors on peut évidemment se demander pourquoi le vivant est aussi peu performant. Qu'est-ce qui fait de cette non-performance? Eh bien, le vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la robustesse. La robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Cette robustesse, c'est ce qui permet au vivant de vivre dans un monde fluctuant. Et donc le vivant ne répond qu'à cette question. Comment vivre dans un monde fluctuant? Et il n'est pas question de performance. Au contraire, le vivant se construit sur ses points faibles pour faire de la robustesse. Alors j'ai pris plein d'exemples dans mes cours précédents, donc je ne vais pas en rajouter, mais je vais juste en mettre un comme ça, qui a été de nouveau reconfirmé assez récemment. C'est les bactéries. Donc, par exemple, les bactéries, si vous les soumettez à des stress, donc différents types de stress, hein, ça peut être du froid, ce que vous voulez, et notamment les antibiotiques. Donc l'antibiotique, hein, c'est ce qui va tuer les bactéries. Si vous soumettez des bactéries à des antibiotiques, il y a toujours des bactéries qui arrivent à résister aux antibiotiques. Ça, vous savez, vous connaissez tous, là, c'est l'antibiorésistance, c'est bien documenté. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est en laboratoire, c'est mettre de plus en plus fortes doses d'antibiotiques et voir qu'est-ce qui se passe sur les bactéries. Et on se rend compte que quand on augmente la dose d'antibiotiques, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de bactéries qui dorment, en fait, qui passent en mode hibernation. Donc, quand vous augmentez le nombre de la quantité de stress, les bactéries hibernent, si vous voulez, ou dorment. Et ben, ça, c'est typiquement une réponse sous-optimale, si j'ai envie de dire. Donc, c'est d'aller contre la performance pour gérer une fluctuation qui est là, une fluctuation de stress antibiotique. Alors, juste pour vous dire que c'est vraiment très sérieux, cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des thérapies, enfin, il y a des projets de recherche, en fait, où on essaye de trouver des moyens de réveiller les bactéries pour qu'elles redeviennent sensibles aux antibiotiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment, là, on inverse vraiment le truc. On n'essaye pas de faire des antibiotiques plus violents, on essaye plutôt de réveiller les bactéries. Donc, là aussi, on a un peu inversé. Et donc, en fait, ça, j'ai juste pris un exemple, mais il y en a plein d'autres que je pourrais vous renvoyer aux autres cours. Mais en fait, c'est toujours cette idée-là. Donc, il y a des centaines d'exemples où on se rend compte que les êtres vivants, ils font de la robustesse en allant contre la performance. Mais vous voyez, c'est toutes ces contre-performances, les fluctuations, les redondances, l'aléatoire, etc. Et à chaque fois, ça construit de la robustesse. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'inversion qu'on peut avoir du regard sur le vivant. Le vivant, on a souvent eu ce regard de performance, hein, si vous ouvrez les bouquins de biologie, hein, c'est beaucoup de performance, beaucoup d'organigrammes, beaucoup d'efficacité, d'efficience. Finalement, au fond, quand on comprend, on a une vision un petit peu plus systémique des choses, ce dont on se rend compte finalement, c'est que le vivant, c'est surtout de la robustesse, et de la robustesse construite contre la performance. Voilà. Et si on fait ça, déjà, on aura fait du chemin dans notre inversion dans le monde fluctuant. Alors, évidemment que ça peut nous éclairer pour aller un petit peu plus loin dans le monde fluctuant, c'est peut-être inverser le dogme de la performance partout, pas seulement en biologie. Est-ce que cette inversion du dogme de la performance, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut s'appliquer un peu partout? Alors, c'est intéressant parce que je trouve, notamment en ayant traversé la pandémie, que justement, on a un exemple où on a inversé. Très récent, hein, et on l'a tous et toutes vécu. Hein. Au début de la pandémie, et puis en Chine, c'est allé assez loin, on a eu plutôt la politique zéro Covid. Donc c'est la politique du contrôle, c'est la politique de la performance. Donc on fait du confinement, on fait des tests réguliers, voilà, on contrôle les mobilités, etc. On développe des thérapies, etc. Donc ça, c'est la stratégie de la performance, c'est un peu la stratégie de la guerre, hein, si vous voulez.
Et donc là, l'idée, c'est d'annuler les fluctuations pour passer la vague. Et donc ça, c'est tout à fait justifié quand on se fait prendre par surprise, hein. C'est vraiment la tactique de la guerre. C'est juste que ça, ça peut pas durer. C'est pas durable. Le tout contrôle, ça ne marche pas très bien. On peut pas être en guerre tout le temps, quoi. Il y a bien un moment, il faut changer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on bascule, on inverse, et après, on vit avec le Covid. Bah, là, il y a eu une inversion. C'est-à-dire que d'un seul coup, on tolère qu'il y ait un virus qui se balade, et puis de temps en temps, on est malade. Bon, évidemment, entre-temps, on a eu le vaccin, etc. Donc, on n'est pas le virus lui-même a évolué, hein, donc c'est quand même, voilà, c'est un exemple assez ponctuel. Mais c'est intéressant parce que là, on est passé de la performance à la robustesse. C'est-à-dire que la robustesse, c'est vivre avec les fluctuations. Et du coup, ne plus miser sur la performance, mais plutôt vivre avec les fluctuations et finalement construire avec. Donc voilà, c'est la tolérance, l'approche vaccinale, etc. Donc là, on a eu un exemple où on est sorti du tout contrôle, on est sorti du tout performant. Alors ce qui m'intéresse là, c'est que on l'a fait pour le Covid. Pourquoi on ne le ferait pas pour tout le reste? Parce que si vous regardez bien dans le monde dans lequel on est, c'est pas la politique zéro Covid, mais c'est la politique zéro fluctuation. On essaye d'annuler toutes les fluctuations. Et donc c'est ce que je dis souvent, ce qui définit notre monde actuellement, c'est qu'on prend de l'aspirine. On est en train de soigner les symptômes sans soigner les causes. Alors, quelques exemples. L'agriculture, donc l'agriculture intensive notamment, on veut maintenir des rendements élevés. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise des pesticides pour annuler les fluctuations de pathogènes, des engrais pour annuler les fluctuations de fertilité des sols, de l'irrigation pour annuler les fluctuations d'eau, voilà, sécheresse et inondation, enfin plutôt sécheresse. Donc ça, c'est de la performance pour annuler les fluctuations. Les pénuries, voilà, on pense aux nouvelles ressources, comme je vous disais, aller chercher des métaux rares plus loin. Bon, ça, c'est toujours pareil, c'est pour maintenir le système économique en générant plus de pollution, mais finalement, on ne résout pas le problème de base. La dette, on fait tourner la planche à billets, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, on va se maintenir. À court terme, on génère de la stabilité, mais toute cette petite stabilité de court terme, en fait, va alimenter une grande instabilité globale de long terme. Et donc ça, c'est la performance typiquement contre-productive. C'est la stratégie de la guerre, hein, toujours pareil, c'est la performance d'abord, quoi. Donc du coup, comment on pourrait inverser ça? Ben, évidemment, c'est comme pour le Covid, c'est vivre avec les fluctuations, c'est arrêter de les annuler, c'est vivre avec les fluctuations et construire dessus. Et donc là, si on fait ça, bah là, on fait de la robustesse. Et donc là, on se rapproche un peu des êtres vivants. Alors évidemment, la question, c'est comment on fait. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va rentrer dedans. Mais c'est une clé quand même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on passe de la performance à la robustesse, bah là, on a vraiment inversé le monde dans lequel on est. Alors, je vais le dire de façon, je vais le redire. L'inverse de la performance, ce n'est pas plus de performance. Enfin, je suis presque désolé de le dire comme ça parce que c'est quand même un peu là aussi très trivial, mais malheureusement, c'est un peu la voie qu'on prend. C'est-à-dire que cette transition écologique là, à coup d'éoliennes. Alors peut-être que vous connaissez ces histoires d'éoliennes, hein, enfin, les très très grandes éoliennes, celles qui font, alors plus grandes que celles-là, hein, celles qui font 260 mètres de haut là, au large du Royaume-Uni, hein, 7 tonnes de métaux rares dans l'aimant, des pales avec du balsa composite inrecyclable qu'il faut enfouir, du béton, de l'acier. Enfin, le bilan écologique de ces très grandes éoliennes est très discutable, hein, pour à minima, quoi. Donc c'est quoi donc ça, c'est la version performante finalement. Et donc du coup là, on n'a pas vraiment changé on n'a pas inversé là. Là, on n'a pas inversé là. L'inversion, un exemple, il y en a d'autres. Si on reste sur les éoliennes, c'est plutôt de faire des petites éoliennes réparables par les citoyens localement. Donc il y a une boîte, par exemple, une start-up là, qui s'appelle Itaranis, qui fait des petites éoliennes comme ça. Là, il y en a d'autres. Enfin, c'est juste pour donner un exemple. Ça existe, quoi. Donc on sait faire des petites éoliennes. Alors ça va produire beaucoup moins d'électricité, hein. Ça sera beaucoup moins performant. Mais par contre, ça sera plus robuste sur le plan social. C'est-à-dire qu'en fait, là, si le citoyen est capable de réparer son éolienne, et puis ça peut être fait en matériaux recyclés, enfin bon, vous voyez, toutes les vertus qu'on peut avoir à ça, quoi. C'est beaucoup plus local, c'est distribué, etc. Alors, bon, c'est l'exemple des éoliennes, mais vous voyez, c'est vraiment pour moi l'inverse de la performance, c'est la robustesse. On ne peut pas être très performant et très robuste. C'est impossible. C'est impossible. Si on est très robuste, ça veut dire qu'on est capable de gérer des fluctuations. Si on est très performant, on s'est enferré dans une voie étroite et du coup, on est incapable de gérer des fluctuations. Donc c'est l'inverse. Et donc c'est ça qui est un petit peu difficile pour nous. Alors je vais prendre un autre exemple.
pour illustrer ça, c'est encore une fois, c'est très inspiré de la période sanitaire, l'optimisation de la production, pharmaceutique. Donc là, on était dans la performance, hein, c'est d'avoir des produits, pas chers, en masse, standardisés. Et donc on s'est rendu compte que la plupart de nos médicaments venaient de Chine et d'Inde. Et puis d'un seul coup, voilà, le Covid arrive, on ne peut plus, importer. Là, on est actuellement en état de pénurie d'antibiotiques et de Doliprane et on est en train de relocaliser la production. Alors, relocaliser la production, donc ça veut dire qu'il y a des pharmacies qui sont en train de remettre, voilà, de refaire tous ces médicaments. En fait, c'est moins performant, hein, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Mais par contre, quand c'est relocalisé, c'est plus robuste. Parce que là, du coup, maintenant, on peut répondre, on a un savoir-faire pour répondre. C'est qu'en fait, là, on s'est arrêté au bon moment. C'est-à-dire qu'on a encore des gens qui sont capables de le faire. Si on avait attendu encore 20 ans, 30 ans, c'est sûr, on aurait vraiment perdu le savoir-faire et là, on n'aurait pas pu faire l'inversion. Donc c'est une inversion, et vous voyez, c'est une inversion de la performance à la robustesse. Et donc la relocalisation, c'est en effet l'inverse de la mondialisation, mais c'est surtout tout ce qui va avec qui est intéressant. Alors, je vais vous résumer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui en une courbe que j'utilise souvent, mais qui permet un petit peu de fixer les idées. Donc, c'est une courbe qui vous présente le progrès de l'humanité de façon très simple, et évidemment trop simpliste, et juste sous l'angle de la performance, hein. Donc en fait, on peut considérer que le progrès de l'humanité, ça a été surtout des incréments de performance. On a augmenté la performance. Et en fait, chaque fois qu'il y avait une guerre, c'est là où on a vraiment accéléré la performance. Et puis quand la guerre s'est arrêtée, on est juste resté au même niveau, quoi. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a augmenté la performance, voilà. Mais plus on augmente les performances, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Et ça, c'est très clair, hein. Prenez à peu près tous les gains de performance qu'on a fait, là, on est dans l'hyper-performance, dans la suroptimisation. On fragilise le système, hein. Quand on optimise, on fragilise. Et donc là, on est en train de fragiliser carrément tout le système planétaire. Alors, quand on voit ça, on peut se dire: «Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait?» Donc du coup, voilà, on peut repenser au développement durable, aux technologies, tout ça. Donc si on continue à augmenter les performances, hein, si on fait de l'efficacité, de l'efficience, on va juste rester dans la même voie. Donc ça va pas changer grand-chose. Donc ce qu'on pourrait se dire, si je veux augmenter ma viabilité, il va falloir que j'aille dans l'autre sens. Donc ça serait l'opposition, c'est pas l'inversion. Ça, c'est l'opposition. Si on va dans l'opposition, c'est plutôt la décroissance. C'est dire, voilà, ça c'est plutôt ralentir, sobriété, réduire, quoi. Sauf que ça, voilà, faut être clair, il n'y a pas grand monde qui va suivre ça. C'est-à-dire que nous, les humains, on n'est pas prêts à décroître. On n'est pas prêt à ralentir, hein. Certains, oui, mais c'est pas la majorité. Donc c'est pas réaliste quand même. Donc cette opposition-là, ça marche pas non plus. Donc moi, ce que je vous propose pour l'avenir, c'est quoi le progrès au XXIe siècle? C'est quoi l'inversion du progrès au XXIe siècle? Eh ben, c'est de changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des incréments de robustesse. Ce ne sera plus des incréments de performance. Et je le dis au futur, hein, comme toujours, parce que là, on n'aura pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les rapports scientifiques, hein, du GIEC et d'autres, ce qu'on peut dire, ce dont on est à peu près sûr, la communauté scientifique dans son ensemble, c'est que le monde qui vient sera plus turbulent, plus fluctuant, d'un point de vue écologique, économique, social, géopolitique. Ça va tanguer. Enfin, ça tangue déjà, en fait. Donc si c'est fluctuant, faire de la performance, ça ne sert à rien. Donc dans un monde en redescente, en inversion et qui est fluctuant, il faut faire de la robustesse. Et donc il faut alimenter la robustesse. Alors ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que, comme vous le voyez, ça nous reconnecte au vivant, mais d'un point de vue fonctionnel cette fois. C'est-à-dire que maintenant, on va faire du progrès en s'alignant comme les êtres vivants qui, en fait, font de la robustesse. Ils ne font pas de la performance. Alors évidemment, la question c'est, est-ce qu'on a déjà basculé? Est-ce qu'on a déjà inversé? Est-ce que la prédiction de Denis Meadows et son rapport au Club de Rome en disant c'est à peu près dans ces années-là qu'on va basculer, moi je pense que oui, on a déjà basculé. C'est juste que c'est pas complètement évident parce que pour l'instant c'est que des signaux faibles d'un monde qui a basculé. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples donc, qui sont assez frappants. L'agriculture par exemple. Donc l'agriculture intensive, c'est une agriculture, comme je le disais tout à l'heure, de la performance. Donc voilà, efficacité, efficience, on va très fort dans les rendements en grains. Et puis donc il y a plein d'externalités négatives, des pollutions, désertification des sols, désertification de la paysannerie, voilà, suicide des paysans, etc. Donc du coup, c'est quoi la version robuste? Évidemment, l'agroécologie. Et dans l'agroécologie, vous faites des rendements qui sont en général un peu plus faibles, mais par contre qui sont plus stables.
et ils sont plus stables parce que le champ, là par exemple, un champ de blé, il va être autonome. Sa diversité génétique va le rendre plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes. C'est ça la magie de l'agroécologie, c'est que quand vous transformez votre agriculture en un objet écosystémique, avec beaucoup de biodiversité, le champ redevient autonome et est capable de gérer des fluctuations tout seul. Il n'a plus besoin d'ajout d'engrais, ou il a moins besoin d'ajout d'engrais, moins besoin d'ajout de pesticides. Et il est aussi plus résistant à la sécheresse. Donc ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est en train de basculer ça, hein. Ça, c'est peut-être pas complètement évident quand vous traversez, la France et que vous voyez toujours cette savane, un peu partout, mais ça vient quand même. Là, il y a quand même des signes. Bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a quand même des signes clairs que c'est en train de basculer. Aussi parce que, c'est en train de coûter moins cher, hein. L'agriculture intensive avec du pétrole qui coûte très cher, de toute façon, c'est condamné. C'est ce que je dis souvent, hein, si vous prenez quelques limites physiques de l'agriculture intensive, il reste une vingtaine de récoltes, pas plus. En 2040, ce sera plus tellement possible de faire l'agriculture intensive comme on l'a fait actuellement. Donc de toute façon, il va falloir retourner. Alors, un autre signe, c'est sur les objets et sur notre rapport aux objets. Donc dans un monde de l'abondance, de la stabilité un petit peu fantasmée, on faisait des objets jetables, clés en main. Parce que comme ça, on pouvait les remplacer et puis c'était un peu l'infini, voilà. Et bah, dans un monde qui bascule de la performance à la robustesse, on fait des objets réparables. Des objets réparables, souvent, c'est des objets qui sont moins performants. Prenez par exemple, je vais prendre le smartphone, là, le Fairphone. Donc, par rapport à un smartphone qui peut être tout petit, bien propre, etc. Bon, un Fairphone, il y aura des vis, voilà, il faut réouvrir. Enfin, des objets réparables, en général, ils sont plus gros, quoi. C'est un peu plus, c'est un petit peu plus grossier, quoi. Mais par contre, tout le monde peut le réparer. C'est qu'un objet réparable, il doit être réparable par le citoyen. Quand je dis le citoyen, ça peut être vraiment n'importe qui, hein. Et c'est pareil pour la construction, c'est aussi un exemple que j'aime bien, la terre crue, donc on peut penser le monde de la performance, ce serait de faire des bâtiments avec des super matériaux, hyper isolants, hyper techniques, mais du coup coûtent beaucoup d'énergie à fabriquer, polluent les intérieurs et après il faut encore d'énergie pour les démanteler. Non, il y a d'autres matériaux moins performants, la terre crue, mais par contre là, on produit d'autres choses, on produit de la robustesse sociale notamment, des capacités d'interaction. C'est assez facile de construire en terre crue, hein. Dans la région, là, en Isère, vous connaissez le Pisé, par exemple. Il y a beaucoup de maisons en terre crue. C'est un quart de l'habitat mondial en terre crue, hein, donc c'est loin d'être négligeable. Et ça, ces habitats-là, donc ils sont moins performants dans le sens où s'il y a de l'eau dans les murs, le mur va tomber, donc c'est pas performant de ce point de vue-là. Mais si vous avez un bon toit et que c'est bien isolé, là vous aurez des qualités thermiques, des qualités acoustiques, et surtout vous serez capable de réparer, d'adapter votre habitat. Vous pourrez faire de l'insertion sociale. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont avec ça. Donc voilà, il y a la Voûte Nubienne, par exemple, qui est une association qui soutient beaucoup ce type d'habitat-là. Ça, c'est la bascule vers le tout réparable. C'est le signal d'un monde qui s'est inversé de la performance à la robustesse. Un autre exemple que j'aime bien, c'est l'école, ou en tout cas l'éducation. Pendant très longtemps, on a cru à l'école comme étant un peu l'arrière-cour de l'usine, hein, quelque part, donc, où il fallait faire compétition et performance. Alors, je ne vais pas dire qu'on en est toujours là, mais on en est quand même encore un peu là. Pensez aux notes, aux évaluations, aux concours aux grandes écoles. Alors là, on est à fond dans la compétition et la performance. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Évidemment, ça crée un burn-out, burn-out des profs, burn-out des élèves. Donc, c'est une performance contre-productive. Là. Donc, on est vraiment dedans. Donc, du coup, c'est quoi l'éducation? L'école robuste, ce n'est pas une école de la compétition, c'est une école de la coopération. La coopération, c'est quoi la coopération? Il faut être clair sur la définition. Enfin, je vais peut-être d'abord définir c'est quoi la collaboration. La collaboration, c'est quand chacun fait son projet, avance sur son projet et espère que l'addition des projets va faire un objet ensemble qui sera vertueux, quoi. Alors ça, c'est quand même un peu naïf parce qu'en général, chacun avance sur son projet et puis, en fait, ça peut créer de la compétition et au final, bon, quand on dit gagnant-gagnant, il y a toujours quelqu'un qui perd, hein. C'est juste pour le. Donc la coopération, c'est pas tout à fait pareil. La coopération, c'est l'objectif collectif l'emporte sur les projets individuels. Donc ça veut dire que dans une coopération, vous pouvez tirer contre votre propre camp.
Donc c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. C'est que vous mettez un objectif de résilience du groupe avant le confort individuel, avant le succès individuel. Alors cette école de la coopération, pour revenir à l'éducation, eh ben, c'est une école que l'on sait faire en fait. C'est ça qui est étonnant. On sait faire et ça s'appelle l'école mutuelle, par exemple. En France, en 1747, on faisait l'école mutuelle. Alors l'école mutuelle, c'est quoi? C'est des écoles où il n'y avait pas de profs ou peu de profs. Et on laissait les élèves se débrouiller entre eux parce qu'en fait, on n'avait pas les moyens de leur donner des profs, voire même pas beaucoup d'éducation, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passait en fait? Eh ben, ces enfants, ils allaient chercher eux-mêmes l'information. Donc en fait, ils étaient en démarche de pédagogie active. Et quand vous faites de la pédagogie active, quand l'enfant va chercher lui-même son information, c'est moins performant. Il y aura des lacunes, il y aura des trous dans le, dans le parcours. Mais par contre, ce qu'il aura cherché et ce qu'il aura trouvé, il va le retenir toute sa vie. Et ça, c'est de la robustesse des savoirs. Donc, vous voyez, une première chose, c'est dans l'école de la coopération, on fait de la connaissance qui dure. Donc, c'est toujours pareil, c'est la stabilité qui est permise par la contre-performance. Deuxième chose, c'est que dans ces écoles-là, il y a tous les jours, les élèves auront un moment de reconnaissance. Il y a toujours un moment où ils seront profs, où ils vont enseigner, ils vont apprendre aux autres ce qu'ils ont appris. Donc vous savez que la reconnaissance, c'est un moteur essentiel pour tous les humains. Et donc là, c'est une école où quand on va à l'école, on sait qu'on va avoir un moment de reconnaissance. Troisième chose, ce sont des élèves, des enfants qui doivent coopérer et qui doivent apprendre à coopérer, à gérer les conflits. Et très tôt, et ils vont faire ça. Donc c'est une école de la coopération, c'est une école du travail en équipe, si vous voulez. C'est une école où on apprend des soft skills, comme on dit actuellement, complètement différent de l'école de la compétition de la performance. L'école de la compétition de la performance, c'est l'école de la pauvreté des interactions. L'école de la coopération, c'est l'école de la richesse des interactions. L'école de la compétition de la performance, c'est l'école de l'extraction. L'école de la coopération, c'est l'école des interactions. Et donc, c'est vraiment un autre monde et c'est une vraie inversion. Et donc, si on veut vraiment faire une transition, une inversion, une redirection, une inversion écologique, il faut commencer dès maintenant à l'école, avec l'école de la coopération. On sait comment faire, hein. La méthode Freinet, ça fait 60 ans qu'elle existe en France. En Finlande, ils ont mis en place une école de la coopération beaucoup plus créative dans les années 70. Aujourd'hui, ils sont au sommet de PISA, hein. Donc on sait faire, c'est démontré, ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas trop, mais voilà. Alors, dernière chose sur les coopératives, ou sur les organisations plutôt. Donc les organisations, souvent on se dit oui, voilà, il faut que les organisations soient performantes. Il y a des tas de bouquins de management sur les organisations qu'il faut absolument qu'elles soient performantes, efficaces, efficientes. Bon, donc ça ne marche pas parce que ça construit juste un burn-out dans les organisations. Ce qui marche quand même, qui se développe de plus en plus, ce sont les coopératives. Les coopératives de toutes sortes, hein. Donc là, j'ai mis une plus récente, la Télécoop, là, qui est la version Enercoop pour les télécoms. Donc toutes ces coopératives-là, en fait, ce qu'elles font, c'est plutôt un travail local. C'est toujours un peu pareil, hein, c'est une école de la coopération, mais c'est l'étape d'après, quoi, dans le monde socio-économique, quoi. Donc c'est en général beaucoup plus petit, c'est plus modulaire. Il n'y a pas tellement d'objectifs commerciaux, où les objectifs commerciaux sont beaucoup plus faibles. Et du coup, on va plutôt contre la performance, mais par contre pour générer de la durée. Parce que là, c'est finalement le sens de l'activité qui l'emporte sur le bénéfice à court terme, quoi. Bon, enfin, je ne vais pas trop rentrer sur les coopératives. Vous savez que Lyon est quand même la ville où ça a démarré, hein, les coopératives. Donc on a quand même un ancrage. Et la France, en fait, est un des pays qui a le plus de coopératives. Donc c'est aussi quelque chose où là, pour le coup, on a un peu d'avance pour une fois. Alors, juste pour dire, j'insiste, finalement, j'ai qu'un message ce soir, hein, sur mon inversion. Un monde en inversion, c'est un monde qui bascule de la performance à la robustesse. Et c'est là, vraiment, tant qu'on n'a pas questionné la performance, on n'est pas capable d'inverser. Il faut aller jusqu'à questionner la performance, critiquer la performance pour aller vers la robustesse. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on dit toujours il faut se relier au vivant, il faut se relier à la nature. Et ben c'est ça qu'il faut faire pour se relier à la nature et au vivant, c'est aller vers la robustesse, parce que c'est comme ça que fonctionnent les êtres vivants. Alors pourquoi je pense que c'est engageant? Parce que vous sentez bien qu'il y a une vie derrière. En fait, c'est un message que j'adresse aussi beaucoup aux étudiants et aux jeunes que je croise qui sont dans l'éco-anxiété. On en parlait juste avant. Quand on est dans l'éco-anxiété, c'est qu'on est face à la falaise. Et puis plus on regarde la falaise et plus on se rend compte qu'elle est haute, quoi. Et on se dit, ouais, on va jamais y arriver, quoi. En fait, quand on a basculé de la performance à la robustesse, on ne dit pas qu'on ne va pas y arriver. On dit qu'on ne veut pas y arriver.
Et là, c'est différent. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est un contre-discours au discours des collapsologues, si vous voulez. C'est qu'en fait, quand on est obnubilé par l'effondrement, il y a une part de sublime, il y a une part de plaisir négatif, là aussi, où c'est un petit peu le papillon qui est attiré par la flamme. Il faut sortir de ça. Et donc, la robustesse, ça dit que non seulement, enfin, la robustesse, c'est une solution pour inventer le monde d'après, le monde qui est en redescente, mais c'est aussi une solution pour traverser les turbulences de la période où on inverse. Donc c'est dès que vous passez à la robustesse, en fait, vous êtes déjà prêt. Vous êtes prêt à turbuler, enfin, à être dans les turbulences à court terme, mais aussi pour construire le monde d'après. Donc c'est plutôt quelque chose qui peut donner du sens quand on se réveille le matin et qu'on a des activités qui vont plutôt dans le sens de la robustesse. Ben voilà, on est bien aligné avec le monde tel qu'il est, quoi. Alors il y a aussi autre chose, c'est que cette histoire de robustesse, en fait, ça change un petit peu la perspective. C'est-à-dire que là aussi, c'est très bien inspiré. C'est la robustesse du groupe l'emporte sur la performance individuelle. Et donc, ça, c'est de nouveau la coopération, hein, finalement. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez. Encore une fois, c'est pour moi assez chouette. C'est-à-dire qu'avec la robustesse, on est vraiment en train de quitter le monde de l'extraction individualiste pour aller vers l'interaction collective. Et c'est quand même, ouais, à mon avis, nettement plus engageant. Et puis, comme je vous le disais, c'est aussi quelque chose qui nous reconnecte au vivant, mais qui, voilà, vraiment, c'est pas le vivant superficiel, hein, c'est le vivant, le cœur nucléaire du vivant. Qu'est-ce qu'il y a au fond du vivant, dans vos cellules? C'est ça qui se passe, quoi. C'est de la robustesse, c'est pas de la performance. Et du coup, eh ben voilà, c'est aussi une façon de nous relier au vivant. Voilà, ben, j'ai plus ou moins terminé mon cours. Donc, si vous voulez creuser, il y a un livre où j'ai pas mal abordé ces questions-là, les aspects d'aller contre la performance pour créer de la robustesse chez les êtres vivants, et du coup, comment on peut imaginer ça dans les systèmes sociaux. Et donc un petit résumé de de mon cours du soir. Donc on a vu que voilà, fallait dépasser la transition et toute une sémantique qui essaye un petit peu de nous enfumer, hein, quelque part. Donc voilà, en fait, dans un monde en redescente, il faut inverser, hein. Enfin, je ne vois pas tellement d'autres d'autres voies. Et donc l'inversion, il y a un certain nombre de récits qu'il va falloir questionner. Le vivant, notre rapport au vivant va aussi, enfin l'image qu'on a plaquée sur le vivant, ben voilà, va peut-être falloir l'inverser aussi. Et puis la société de la performance, il va falloir l'inverser aussi. Enfin, à vrai dire, je ne vois pas tellement d'autres solutions. Et du coup, tout ça, ça va vers quoi? Ça va vers de la robustesse. Et vous avez remarqué, j'ai pas dit résilience, hein, j'ai pas dit le mot résilience. Alors ça peut peut-être vous surprendre quelques-uns. Résilience, c'est un très beau mot, hein, mais il a plus ou moins deux grandes significations. En fait, il a été un peu galvaudé, quoi. La résilience, hein, en psychologie, c'est quand vous tombez et puis vous êtes capable de vous relever. Donc moi, c'est ce que j'appelle la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous tombez, on vous demande d'être OK de tomber, en plus on vous demande de vous relever. Donc voilà, la résilience psychologique, je suis un petit peu, là, je c'est pas terrible. Alors la résilience socio-écologique, là, c'est plus rafraîchissant, c'est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. C'est ça la résilience socio-écologique, et du coup, c'est assez proche de la robustesse. Donc c'est pour ça que je parle de robustesse, pour éviter toute voilà, confusion. La robustesse a une définition scientifique assez claire: maintenir le système stable malgré les fluctuations, et du coup, voilà, ça embarque un peu tout ça, quoi. Voilà, donc ça c'était mon résumé. Et donc il y aura deux cours suivants, où dans le deuxième cours, on va aller un petit peu plus dans la politique finalement. Comment on fait ça? Comment on fait l'inversion? Comment on navigue à contre-courant? Et donc là, ça permet aussi de faire un petit peu revisiter un petit peu l'histoire de l'écologie au cours du XXe siècle, hein. Et en fait, il s'est passé quand même pas mal de choses, et donc il faut faire un petit peu les choix. Et avec cette lumière robustesse, en fait, on peut faire le tri un peu aussi, quoi. Et puis évidemment, voir comment on peut le faire pratiquement. Donc c'est vraiment au sens politique, au sens noble du terme. Et puis dans le dernier cours, le troisième cours, je vais vous proposer d'inverser quelque chose qui est encore plus dur à inverser, c'est la cohérence. Donc, on peut considérer que la cohérence est aussi parfois un problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre la cohérence? Et donc là, on fera de la systémique un petit peu plus approfondie. Enfin, voilà. Et enfin, je ne vais pas vous faire mon cours maintenant, mais il y a des choses à dire là-dessus, quoi. Voilà. Ben, merci de votre attention.